Après qu'une inondation ait détruit ma maison, ma famille aisée a refusé de m'aider. J'ai trouvé un travail de nuit et chaque jour, le même chauffeur de camion me proposait de me déposer. Je lui apportais toujours un sandwich, mais ce soir-là, il a dépassé mon arrêt et verrouillé les portes. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Ton frère se cache dans l'allée. Regarde seulement ça. Je suis heureux que tu sois là. Suivez cette histoire jusqu'au bout et commentez la ville depuis laquelle vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon récit a voyagé. L'eau est arrivée sans prévenir. Je me suis réveillé au bruit d'un liquide qui déferlait, pensant qu'un tuyau avait peut-être éclaté quelque part dans l'immeuble. Mais lorsque j'ai posé le pied hors du lit, le choc glacial de l'eau jusqu'aux chevilles m'a confirmé que c'était bien pire. L'ouragan Helena avait déversé 3 jours de pluie sur notre petite ville de l'Alabama. Et le ruisseau derrière mon quartier avait enfin cédé sous la pression. Je m'appelle Neil, j'ai 63 ans, et jusqu'à ce matin d'octobre, je pensais avoir ma vie bien organisée. Ma petite maison de Maple Street n'avait rien de spectaculaire, mais elle m'appartenait. J'y vivais depuis 12 ans, depuis mon divorce, payant l'hypothèque avec mon salaire du magasin de bricolage. La maison appartenait avant moi à la vieille Madame Patterson, et elle sentait encore légèrement les sachets de lavande et les chats. J'avais fini par aimer cette odeur, mais l'eau se moque des sentiments. Lorsque les secours sont enfin arrivés, tout ce que je possédais flottait ou était détruit. Les bénévoles ont aidé à sauver ce qui pouvait l'être. Mais il n'y avait pas grand-chose, quelques photos, quelques vêtements pouvant survivre à la machine à laver, et la petite boîte en bois où je gardais mes papiers importants. Tout le reste a sombré dans une boue oubliée. Debout dans mon salon détruit, regardant des inconnus traîner mes meubles imbibés d'eau vers le trottoir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis la mort de mes parents, il y a 15 ans. Une impuissance totale. L'experte en assurance, une femme fatiguée nommée Janet, a porté le coup final avec un professionnalisme froid. Les dégâts liés à l'inondation n'étaient pas couverts par ma police basique. Il me faudrait trouver un autre endroit où vivre, en attendant de savoir quoi faire ensuite. C'est là que je me suis souvenu de ma famille. Katrina habitait à 37 km, à Millbrook, dans une maison qui pouvait contenir 6 de mes anciens logements. Ma sœur aînée avait toujours été la réussite incarnée, mariée avec élégance, bâtissant une vie qui semblait parfaite vue de l'extérieur. Robert, son mari, possédait 3 concessions automobiles, et Katrina dirigeait une agence immobilière de luxe pour clients fortunés. Ils n'avaient pas d'enfants, mais de l'argent, et il y en avait beaucoup. Je n'avais pas parlé à Katrina depuis presque 2 ans, depuis ce dernier dîner de Noël gênant, où elle avait glissé des remarques sur mon style de vie simple, tout en exhibant sa dernière rénovation de cuisine. Mais face à ma situation actuelle, elle se souviendrait que nous étions une famille, non, elle m'aiderait, j'en étais sûr. J'ai appelé mardi soir, 3 jours après l'inondation. Ma voix tremblait légèrement en expliquant ce qui s'était passé. J'ai essayé de rester bref, factuel. Je ne voulais pas avoir l'air de mendier. « Oh, Neil, dit-elle, et pendant un instant, un soulagement m'a envahi. Son ton semblait concerné, bienveillant. C'est terrible. J'ai vu les nouvelles sur l'inondation là-bas. J'ai tout perdu, Katrina. L'assurance ne couvrira rien. Je suis au refuge de la Croix-Rouge pour l'instant. Mais ce n'est que temporaire. Je me demandais, est-ce que je pourrais rester chez toi et Robert quelques semaines, juste le temps de me relever. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Quand elle a finalement parlé, sa voix avait complètement changé. Fini l'inquiétude, remplacée par quelque chose de froid et distant. « Neil, tu sais, Robert et moi n'avons pas de place pour des invités. Nous sommes des gens très privés. Je ne serai pas un problème. Je n'ai besoin que d'un endroit pour dormir et prendre une douche. Je peux aider à la maison. Je te paierai un loyer dès que je trouverai du travail. » Un autre silence pesant. « Neil, je vais être honnête avec toi, parce que c'est ce que fait une famille. Tu as 63 ans. Peut-être est-il temps de réfléchir si tu as fait les bons choix dans la vie. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique.
Que veux-tu dire? Je veux dire que tu vis au jour le jour, dans une zone inondable, sans économie d'urgence, sans plan de secours. Ce n'est pas de la malchance, Neil. C'est un manque de préparation. Je serrai le téléphone plus fort, sentant la chaleur monter dans ma poitrine. Katrina, j'ai travaillé 37 ans. J'ai payé mes factures. J'ai gardé un toit sur ma tête. Une catastrophe naturelle ne fait pas de moi quelqu'un d'irresponsable, n'est-ce pas? Maman et papa nous ont appris à préparer l'avenir. J'ai écouté. Toi, tu as choisi de passer à travers la vie en travaillant dans un magasin de bricolage, en louant des appartements, en achetant des maisons que tu ne pouvais pas correctement assurer. Ce sont des choix, Neil. Ils ont des conséquences. La cruauté dans sa voix était époustouflante. Je savais que ma sœur pouvait être jugeante, mais là, c'était autre chose. C'était une méchanceté calculée. Alors tu ne vas pas m'aider? Je ne l'ai pas dit. Je t'aide en étant honnête. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de charité. Tu dois assumer ta situation et trouver un moyen d'améliorer ta vie. Robert et moi avons travaillé dur pour construire ce que nous avons. Nous ne pouvons pas être censés renflouer tous ceux qui prennent de mauvaises décisions. C'était comme si j'étais juste un autre cas de charité qu'elle avait décidé de négliger. Je suis ton frère, Neil, et je t'aime, mais aimer ne signifie pas permettre des comportements destructeurs. Si tu veux vraiment changer ta vie, tu trouveras un moyen de le faire toi-même. Le caractère se construit dans l'adversité, pas en étant sauvé. Elle avait ce ton qu'elle utilisait pour refuser une invitation à dîner. Poli, mais ferme. Définitif. J'ai raccroché sans dire au revoir. Cette nuit-là, allongé sur un lit de camp à la Croix-Rouge, écoutant les ronflements et les chuchotements d'une trentaine d'autres personnes déplacées, je fixais le plafond, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma propre sœur venait de me dire, en substance, que je méritais de tout perdre, parce que je n'étais pas riche comme elle. Elle avait transformé ma crise en une évaluation de caractère, et m'avait jugé insuffisant. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau de l'emploi le plus proche, et j'ai pris le premier travail qu'ils m'ont proposé. Agent de nettoyage de nuit dans un complexe médical. $800 par semaine. Juste assez pour louer un petit appartement et acheter de quoi manger si je faisais attention. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue pour mes années de retraite, mais c'était la survie. L'appartement que j'ai trouvé était un studio dans un vieux bâtiment du centre-ville. $550 par mois, charges comprises. Le précédent locataire était un étudiant qui avait laissé derrière lui l'odeur de nouilles instantanées et de marijuana. Les murs étaient si fins que j'entendais les conversations de mes voisins, et le système de chauffage faisait un bruit de fantôme en colère. Mais c'était à moi. La première nuit de travail, j'ai rencontré Samuel. Il était garé devant le bâtiment médical quand mon service s'est terminé à 6 heures du matin, assis derrière le volant d'un semi-remorque portant l'inscription Morrison Logistics. Lorsque je suis passé, il a baissé sa fenêtre. « T'es le nouveau de nuit ?» demanda-t-il. Sa voix était rude, mais amicale, marquée par des années de café dans les aires de repos et de diesel sur l'autoroute. « C'est moi. Je livre des fournitures médicales ici 2 fois par semaine. Je me demandais juste qui ils avaient pris pour remplacer le vieux Edgar. Il m'a étudié avec ses yeux bleus pâles dans un visage buriné par la route. Tu as l'air épuisé, mon frère. Long chemin pour rentrer chez toi? Environ 6 kilomètres. Pas trop mal. Samuel secoua la tête. Non, c'est trop loin pour un homme de ton âge après une nuit de travail. Monte, je vais te déposer. J'hésitais. J'avais grandi avec cette idée, ne jamais accepter de trajet avec un inconnu. Mais quelque chose chez Samuel inspirait confiance. Peut-être sa franchise, ou peut-être étais-je simplement trop épuisé pour m'inquiéter de ma sécurité. L'intérieur de son camion était étonnamment propre et organisé. Une odeur de café noir, de pain et une touche de vanille flottaient dans l'air, venant de la bougie suspendue au rétroviseur. La radio diffusait doucement de la musique country, et le chauffage fonctionnait parfaitement. « M'appelle Samuel », dit-il en quittant le parking. Samuel Morrison. C'est mon camion, mon trajet, ma vie depuis 18 ans. Neil, et merci pour ça.
Vous n'étiez pas obligé. Bien sûr que si. C'est ce que les gens font pour les autres. Où veux-tu que je te dépose? Je lui donnai mon adresse. Nous roulâmes dans un silence confortable pendant quelques minutes. Samuel avait à peu près mon âge, peut-être un peu moins, avec des cheveux grisonnants et des mains marquées par le travail. Tout chez lui montrait un homme qui connaissait la valeur de l'effort et de la lutte. « Tu permets que je te demande ce qui t'a amené à travailler de nuit ?» dit-il en tournant dans ma rue. Je me surpris à lui raconter l'inondation, la perte de ma maison, ce nouveau départ à 63 ans. Je n'évoquais pas le rejet de Katrina. Cette humiliation était encore trop vive pour la partager, même avec un étranger bienveillant. « Eh bah, dit Samuel en soupirant, la nature peut être cruelle, mais tu travailles, tu as un toit au-dessus de ta tête. C'est déjà ça. » Quand il s'arrêta devant mon immeuble, je sortis mon portefeuille. Samuel fit un geste pour me rassurer. « Frère, si je faisais payer chaque personne que j'aide à rentrer chez elle, je serais le routier le plus riche et le plus solitaire de la route. Prends juste soin de toi. » Le jeudi suivant, il était là encore, à la fin de mon service. Et le jeudi d'après aussi. À la 4e semaine, c'était devenu une routine. Samuel finissait sa livraison. Je finissais mon nettoyage, et nous rentrions ensemble, tandis que le soleil se levait sur les collines de l'Alabama. Nos conversations devinrent plus longues. J'appris que Samuel avait été marié pendant 28 ans à une femme nommée Grace, décédée d'un cancer 3 ans auparavant. Il avait 2 filles adultes vivant en Californie, inquiètes pour lui à force de parcourir de longues distances à son âge. Il pensait à la retraite, mais la route était sa seule vie connue. Grace disait toujours que j'étais trop têtu pour abandonner, me confia-t-il un matin, assis dans son camion devant mon immeuble. Ni l'un ni l'autre n'avions hâte de mettre fin à notre conversation. Elle avait probablement raison. Je commençais à apporter du café pour nous deux, puis des viennoiseries de la boulangerie du coin. Puis je me mis à préparer des sandwichs la veille pour le lendemain. Jambon et suisse, dinde et provolone, ce qui avait l'air appétissant au supermarché. Samuel protestait toujours, disant que je n'avais pas besoin de le nourrir, mais il mangeait tout. On pourrait s'habituer à ce genre de service, dit-il un matin en déballant un sandwich au roast beef que j'avais préparé avec de la sauce Réfort, comme ma femme aimait. Tu vas gâter un vieux routier. C'est le moins que je puisse faire pour ton service de taxi, répondis-je. Mais nous savions tous les deux que c'était plus que ça. Samuel était devenu la lumière dans ma vie bouleversée. Nos trajets du matin représentaient 20 minutes de pure amitié dans un monde devenu froid et compliqué. Parfois, il me racontait ses racines, les gens qu'il avait rencontrés dans des diners ou des stations-service à travers le Sud. D'autres fois, nous restions silencieux, regardant la ville s'éveiller autour de nous. Samuel ne posait jamais de questions sur ma famille et ne cherchait jamais à connaître les détails de mon passé. Il semblait comprendre que certaines histoires nécessitent du temps pour être racontées. Ce que je ne lui avais jamais dit, c'est à quel point ces trajets avaient de l'importance pour moi. Après le rejet de Katrina, après avoir perdu tout ce que je croyais permanent dans ma vie, la gentillesse de Samuel était une preuve que des personnes bonnes existaient encore. Il ne savait rien de mon compte en banque, ni de mes choix de vie. Il voyait juste un homme qui avait besoin d'aide pour rentrer chez lui, et il lui tendait la main, sans jugement, sans condition. Pendant 3 mois, cela devint ma nouvelle routine. Travailler toute la nuit, rentrer avec Samuel, dormir jusqu'à l'après-midi, préparer le dîner, préparer les sandwichs pour le lendemain, et retourner travailler. Ce n'était pas la retraite dont j'avais rêvé, mais c'était paisible à sa façon, prévisible. Je devrais pourtant savoir que rien ne dure éternellement. Je devrais savoir que Katrina n'avait pas encore fini avec moi. Le premier signe que quelque chose n'allait pas arriva un jeudi matin de janvier. Samuel et moi partagions un café dans son camion après mon service, regardant le soleil peindre le ciel de nuances orange et rose au-dessus de l'hôpital, quand il mentionna avoir vu mon propriétaire. « C'est étrange, » dit Samuel en déballant le sandwich aux dindes et au fromage suisse que je lui avais préparé.
Hier, en livrant mon service, j'ai vu Bob Jenkins parler à une femme dans une voiture de luxe devant ton immeuble. Bob Jenkins possédait la moitié des biens locatifs du centre-ville, y compris mon studio. C'était le genre de propriétaire qui collectait le loyer en personne et réparait les problèmes avec du ruban adhésif et des prières. Je ne lui avais parlé que 2 fois depuis mon emménagement. Il a dit pourquoi, demandai-je, incapable d'imaginer pourquoi quelqu'un aurait besoin de discuter de ma location avec une inconnue. Non, mais elle posait beaucoup de questions, très intéressée par qui vivait où, depuis combien de temps, ce genre de choses. Bob avait l'air mal à l'aise, secouait la tête. Samuel mordit dans son sandwich et observa mon visage. « Tu attends des visiteurs » Un froid glacial s'installa dans mon estomac. Non, personne ne sait où j'habite, à part toi et le boulot. Ce n'était pas totalement vrai. J'avais dû fournir mon adresse pour l'aide du comté après l'inondation. Je l'avais noté sur mes candidatures et donné aux rares créanciers que je remboursais lentement. Mais je ne voyais aucune raison pour qu'une femme dans une voiture de luxe interroge mon propriétaire sur moi. « Probablement rien, » dit Samuel. Mais son ton trahissait le doute. Ça paraît juste bizarre. J'essayais d'évacuer cette sensation, mais l'inquiétude resta. Ce soir-là, alors que je me préparais pour le travail, mon téléphone sonna. Le numéro me disait quelque chose, mais je ne parvenais pas à l'identifier. « Bonjour, est-ce Neil Holloway ?» La voix était nette, professionnelle. « Oui. Ici Margaret Collins de l'hôpital Riverside. Je vous appelle pour le poste d'agent d'entretien pour lequel vous avez postulé le mois dernier. » Je fronçais les sourcils. Je n'avais postulé nulle part ailleurs. Je gérais à peine mon travail actuel, mais j'avais besoin de cet argent. Je crois qu'il y a une erreur. Je n'ai pas postulé à Riverside. Vraiment? C'est étrange. Nous avons reçu votre candidature et allions vous proposer un entretien. Mais nous avons ensuite reçu des informations préoccupantes sur votre historique professionnel. Mon cœur s'accéléra. Quelles informations? Eh bien, je ne devrais probablement pas le dire, mais quelqu'un nous a signalé que vous auriez eu des problèmes de fiabilité et de consommation. Étant donné la nature du travail à l'hôpital, nous ne pouvons prendre aucun risque. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu de problème d'alcool et je n'ai jamais manqué un seul jour de travail de ma vie. La voix de Margaret s'adoucit légèrement. Je suis désolé, monsieur Holloway. Je vous rapporte juste ce qu'on nous a dit. S'il y a eu un malentendu, vous devriez contacter la personne qui a fourni cette référence. Elle raccrocha avant que je puisse demander qui les avait appelés. Je fixais mon téléphone, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Quelqu'un avait non seulement soumis une fausse candidature en mon nom, mais avait aussi appelé pour saboter mes chances d'être embauché. Qui ferait une chose pareille et pourquoi? La réponse m'est venue lentement, comme de l'eau glaciale qui s'écoule le long de ma colonne vertébrale. Le lendemain matin, j'ai demandé à Samuel de passer devant le quartier de Katrina en route vers mon appartement. Un détour qui ajoutait 15 minutes à notre trajet, mais j'avais besoin de voir quelque chose. Millbrook Estates se dressait derrière des portails en fer qui ne se fermaient jamais complètement. Un quartier où chaque maison semblait sortie d'un magazine. La maison de Katrina était une coloniale à 2 étages, avec des colonnes blanches et des haies impeccablement taillées, probablement plus coûteuses à entretenir que ce que je gagnais en un mois. « Bel endroit », commenta Samuel en ralentissant sur Magnolia Lane. « Qu'est-ce qu'on cherche ?» Je ne répondis pas tout de suite. Mon regard était fixé sur la BMW argentée dans l'allée de Katrina, la même que j'avais vue la dernière fois que nous avions dîné ensemble. Mais ce qui fit courir un frisson glacial le long de mon dos, c'était la scène qui se déroulait dans son jardin. Katrina se tenait près de sa boîte aux lettres, parlant avec animation à un homme en uniforme brun. Même de loin, je pouvais voir ses gestes emphatiques, le secouement de pète, les mêmes mouvements de main qu'elle avait utilisés enfant pour mentir à nos parents, au sujet de vaisselle cassée ou de cookies disparus. « Continue de rouler, murmura-je. Tout va bien, Neil. Continue juste à conduire. » Cet après-midi-là, j'appelais toutes les entreprises où j'avais postulé au cours du dernier mois. 3 employeurs différents m'ont raconté la même histoire. Ils avaient reçu des appels les avertissant de mon soi-disant manque de fiabilité
et de mes problèmes personnels. 2 autres avaient reçu des lettres détaillant mon supposé passé de vol et de malhonnêteté. Tous ces appels et lettres provenaient de quelqu'un prétendant être un ancien employeur. Mais les détails étaient si vagues que personne ne les avait vérifiés. J'étais systématiquement saboté, et il n'y avait qu'une seule personne avec le mobile et les moyens pour le faire. Quand je confrontai Katrina ce soir-là, l'appelant depuis le parking devant l'immeuble médical, elle ne tenta même pas de nier. « Neil, je t'ai dit que je t'aidais en ne permettant pas tes mauvais choix. Mentir à des employeurs potentiels ne m'aide pas. Ça me détruit. » Sa voix restait étrangement calme. « Tu te détruis toi-même. Je m'assure juste que tu ne peux pas entraîner des innocents dans ta chute. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je te connais mieux que ces employeurs. Je connais ton habitude. De chercher la solution facile, de t'attendre à ce que les autres résolvent tes problèmes. Si tu étais embauché ailleurs, tu te contenterais de flotter jusqu'à la prochaine crise, et ensuite tu m'appellerais encore, suppliant de l'aide. La cruauté dans son raisonnement était à couper le souffle. Elle sabotait mes tentatives pour améliorer ma vie, tout en prétendant que c'était pour mon bien. « Tu es ma sœur, dis-je, la voix tremblante de colère. On est censé veiller l'un sur l'autre. Je veille sur toi. Je te force à affronter la réalité au lieu de fuir. Tu dois apprendre à résoudre tes propres problèmes. Neil, tu es trop vieux pour dépendre des autres. Je ne dépends de personne. Je travaille. Je paye mes factures. J'essaie de reconstruire ma vie. Avec l'aide de qui? Ce chauffeur de camion qui te conduit? Les travailleurs sociaux qui t'ont trouvé ton appartement? Tu cherches encore des sauveurs au lieu de te sauver toi-même. » Je raccrochais, mais ces paroles me suivirent jusque mon travail ce soir-là. Était-elle dans le vrai? N'étais-je qu'un autre cas social, à la recherche de raccourcis et de mains tendues? Non. Je travaillais chaque jour depuis la catastrophe. J'avais accepté le premier emploi proposé et j'y avais été fidèle. Je remboursais lentement l'argent que j'avais emprunté à la Croix-Rouge. Je ne demandais pas qu'on me sauve. Je réclamais simplement la décence de base que les membres d'une famille devraient avoir les uns envers les autres. La campagne de sabotage de Katrina fonctionnait. Au fil des semaines, j'ai postulé à des dizaines d'emplois et je n'ai reçu aucune réponse. D'une manière étrange, la rumeur s'était répandue sur le marché local. Neil Holloway était un problème, un risque, quelqu'un à éviter. Le pire était cette solitude qui s'installait peu à peu. J'ai commencé à remarquer que ma famille élargie me traitait différemment. Des cousins toujours amicaux devenaient distants. Ma tante Dorothy, qui m'appelait tous les quelques mois, a cessé de répondre à mes messages. Au début, j'ai pensé que ce n'était que mon imagination, le stress, le manque de sommeil, la paranoïa. Puis mon cousin Mike a appelé. « Neil, je dois te demander quelque chose, et j'espère que tu seras franc avec moi. » Mike avait 3 ans de plus que moi, fils du frère de mon père. Nous étions proches quand nous étions jeunes, et avions gardé un contact sporadique au fil des années. Sa voix tremblait, mal à l'aise. « Que se passait-il, Mike ?» demandai-je. « Katrina m'a appelé la semaine dernière. Elle s'inquiète pour toi. Elle dit que tu bois beaucoup depuis l'inondation, que tu inventes des histoires sur la famille qui ne t'aideraient pas. » Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Elle a dit quoi? Elle dit que tu l'appelles en état d'ivresse, que tu fais des accusations, que tu menaces de répandre des mensonges sur elle si elle ne te donne pas d'argent. Elle a peur, Neil. Elle pense que tu pourrais avoir une sorte de crise. La sophistication du mensonge de Katrina était terrifiante. Elle avait pris ma colère légitime face à son refus d'aider et l'avait transformée en preuve de maladie mentale et d'alcoolisme. Pire encore, elle s'était fait passer pour la victime de ma prétendue instabilité. « Mike, je n'ai pas bu une goutte depuis 2 mois. Je ne peux pas me le permettre. Et je n'ai jamais menacé Katrina pour quoi que ce soit. » Eh bien, ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle m'a montré des messages vocaux assez inquiétants. Quels messages vocaux? Je ne lui ai laissé que des messages demandant de l'aide après l'inondation. Un long silence. Peut-être que tu ne t'en souviens pas. Mike, elle ment. Je ne sais pas pourquoi, mais elle répand de fausses histoires sur moi. Pourquoi ferait-elle ça? Tu es son frère. C'était la même question que je me posais depuis des semaines.
Pourquoi Katrina s'acharnait-elle à détruire la vie que j'essayais de reconstruire? Que pouvait-elle gagner à me garder isolé et en difficulté? Je ne sais pas, ai-je répondu. Et c'était vrai. Mais quoi qu'elle t'ait montré ou dit, ce n'est pas réel. Le silence de Mike dura si longtemps que je crus qu'il avait raccroché. Enfin, il soupira. Neil, je veux te croire. Mais Katrina a des preuves, enregistrements, documents. Et honnêtement, perdre ta maison comme ça, devoir tout recommencer à ton âge, il serait compréhensible que tu aies du mal à t'en sortir. Après qu'il eut raccroché, je restais assis dans mon studio, fixant le mur, essayant de comprendre ce qui se passait. Katrina ne se contentait pas de refuser de m'aider. Elle s'assurait activement que personne d'autre ne le ferait. Elle détruisait systématiquement ma réputation, mes relations et toutes mes chances de rebondir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien gagner à me maintenir isolé et désespéré? La réponse m'est venue cette nuit-là, pendant mon service. En passant la serpillière dans le bâtiment médical, en repensant à ma conversation avec Mike, un détail de notre dernière dispute avec Katrina m'est revenu. Quelque chose que j'avais été trop en colère pour comprendre sur le moment. Elle m'avait dit qu'elle connaissait mon schéma, attendre que les autres résolvent mes problèmes. Elle avait parlé de moi, rappelant qu'à la prochaine crise, je l'appellerais encore. Comme si elle était certaine qu'il y aurait une prochaine crise. Comme si elle comptait dessus. Pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je me suis demandé s'il y avait quelque chose que Katrina craignait que je découvre. Quelque chose qui expliquerait pourquoi elle était si déterminée à me garder désespéré et seul. Quelque chose qu'elle cachait depuis très longtemps. Le lendemain matin, quand Samuel est venu me chercher, je suis resté silencieux pendant le trajet. Il a semblé deviner mon humeur et n'a pas insisté pour parler. Mais lorsque nous sommes arrivés devant mon immeuble, il s'est tourné vers moi avec une expression inquiète. « Neil, je dois te dire quelque chose. Hier, pendant ma livraison, j'ai vu cette femme encore une fois. Je me redressais, alerte. Où ça? Garée en face du bâtiment médical. Elle était là quand je suis arrivé, et elle était toujours là quand je suis parti. Juste assise dans sa voiture, observant l'entrée. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Tu as bien regardé? Samuel hocha la tête, sombre. BMW argenté, cheveux blonds, vêtements coûteux. Elle prenait des photos, Neil. Des photos du bâtiment, des gens qui entraient et sortaient. Ce n'est pas de la simple curiosité. Je savais, même avant qu'il ne la décrive, de qui il s'agissait. Katrina m'observait, documentait ma routine, mes habitudes, mes associations. La question était « Pourquoi ?» Samuel, dis-je lentement, je crois que je suis dans un vrai problème. Un problème sérieux. Il étudia mon visage un long moment, puis acquiesça. Je m'en doutais. Qu'est-ce qu'il te faut? L'offre simple d'aide, après des semaines de portes claquées et de membres de ma famille détournant le regard, m'a presque submergé. Je dus me racler la gorge avant de parler. J'ai besoin de quelqu'un pour veiller sur moi. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Tu l'as, répondit Samuel sans hésiter. Quoi qu'il se passe, on trouvera une solution ensemble. En montant les escaliers de mon appartement, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Et elle avait définitivement sous-estimé Samuel. Elle pensait pouvoir m'isoler complètement, me rendre si désespéré que je n'aurais d'autre choix que d'accepter son plan. Elle avait tort. Mais en déverrouillant ma porte et en entrant dans ce petit espace devenu mon refuge, je ne pouvais me débarrasser de ce sentiment. Il me manquait une pièce cruciale du puzzle. Une pièce qui expliquerait pourquoi ma propre sœur travaillait si dur à me détruire. J'étais sur le point de découvrir jusqu'où sa tromperie s'étendait, et combien je risquais de tout perdre si je ne l'arrêtais pas rapidement. C'était le 2e jeudi de février quand Samuel m'a sauvé la vie, même si je ne le savais pas encore. La nuit avait commencé comme toutes les autres. J'avais terminé mon tour de nettoyage au bâtiment médical, nettoyé une dernière fois la salle de pause et verrouillé la porte exactement à 6 heures du matin. Le camion de Samuel tournait au ralenti à sa place habituelle, l'échappement visible dans l'air froid. Mais quelque chose dans son expression avait changé lorsque je suis monté à côté de lui. Au lieu de son sourire habituel,
Sa mâchoire était tendue. Ses yeux bleus pâles, scrutant le parking, comme s'il attendait le danger. « Bonjour, dis-je, m'installant dans le siège en cuir usé et attrapant le thermos de café que j'avais apporté pour partager. « Tu as l'air tendu. » Samuel mit le camion en marche, mais ne sortit pas immédiatement du parking. Il resta un moment immobile, sur le volant, étudiant son rétroviseur. « Neil, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. » La gravité dans sa voix me serra l'estomac. « Qu'est-ce qui se passe? As-tu parlé à quelqu'un de notre routine matinale, de moi qui te raccompagne chez toi ?» Je secouai la tête. « Non, pourquoi le ferais-je? Parce qu'hier, pendant ma livraison, cette femme était de retour, la blonde dans la BMW, mais cette fois, elle n'était pas seule. » Samuel plongea la main dans la poche de sa chemise et sortit son téléphone portable. L'écran était fissuré par des années de parking, de station-service et de vibrations sur l'autoroute, mais je pouvais clairement voir la photo qu'il avait prise. Une BMW argentée était garée dans le parking de l'immeuble médical, et à côté se tenaient deux hommes en veste sombre. L'un parlait au téléphone, tandis que l'autre pointait vers l'entrée du bâtiment. Je la reconnus immédiatement. Elle, Katrina. La voix de Samuel restait basse, urgente. « C'est ta sœur, non? Mais ces hommes avec elle, ce ne sont pas de la famille. » On dirait le genre de personnes qu'on engage quand on veut que quelque chose se fasse discrètement. Quel genre de quelque chose? Le genre où quelqu'un se fait du mal. Les doigts de Samuel tambourinaient sur le volant. « Neil, je conduis des camions depuis 18 ans. J'ai vu assez de situations dangereuses pour reconnaître quand une catastrophe se prépare. Ce n'est plus seulement une question de candidature ou de travail. » Je fixais la photo, incapable de croire ce que je voyais. Katrina avec des hommes de main, surveillant mon lieu de travail, planifiant quelque chose qui nécessitait un renfort. Mon esprit tournait à toute vitesse. Que penses-tu qu'ils veulent? Ils veulent que tu disparaisses, dit Samuel lentement. La question est de savoir si ça veut dire quitter la ville ou quelque chose de plus permanent. Ces mots me glacèrent le sang. Ma propre sœur préparait quelque chose pour me blesser. Peut-être pire, me tuer. C'était inimaginable, mais la photo sur le téléphone de Samuel ne mentait pas. As-tu entendu ce qu'il disait? Samuel hocha la tête, sombre. Je me suis garé pour écouter sans être vu. La blonde, ta sœur, elle donnait des instructions. Quelque chose à propos de faire passer ça pour un accident. Bien chronométré, pour que personne ne pose de questions. Mes mains commencèrent à trembler. Un accident? Oui, elle parlait de toi marchant seul, du danger des quartiers pour un homme âgé. À quel point il serait facile pour quelqu'un de te agresser, peut-être de manière irréversible. La cruauté banale de ces mots était à couper le souffle. Pas seulement me faire du mal. Elle voulait que ça paraisse aléatoire, un coup du destin, un simple acte de violence urbaine. Personne ne soupçonnerait un lien familial. Il y a plus, continua Samuel en faisant défiler son téléphone. J'ai réussi à enregistrer une partie de leur conversation. Il appuya sur play, et soudain la voix de Katrina résonna dans la cabine du camion, petite mais claire à travers le haut-parleur. Ça doit arriver bientôt. Il devient méfiant. Il pose trop de questions. Une voix masculine interrompit, grave et professionnelle. Et le chauffeur de camion? Il devient un problème. Traitez-le aussi si nécessaire. Faites en sorte que ça semble juste un hasard. Qu'ils étaient tous les deux au mauvais endroit, au mauvais moment. Mon sang se figea. Il ne prévoyait pas seulement de me blesser. Il planifiait aussi de s'en prendre à Samuel, juste parce qu'il m'avait aidé, parce qu'il était la seule personne qui pourrait poser des questions si quelque chose m'arrivait. Samuel coupa l'enregistrement et me regarda avec une détermination sombre. C'est à ce moment que je pris ma décision. Il fallait agir. Quoi que votre sœur cache, quoi qu'elle ait peur que vous découvriez, c'est assez grave pour qu'elle soit prête à tuer pour le protéger. On doit aller à la police, dis-je. Mais même en prononçant ces mots, je savais déjà comment ça sonnerait. Un concierge âgé accusant sa sœur Prosper de comploter un meurtre, armé uniquement d'un enregistrement sur téléphone.
portable et de quelques photos suspectes. Qui croirait une histoire pareille? On peut essayer, répondit Samuel. Mais réfléchis un instant. Elle est riche, influente, respectée dans la communauté. Toi, tu es une victime d'inondation. Tu travailles de nuit et tu vis dans un studio. Qui croirait ils vont croire? Il avait raison, et nous le savions tous les deux. Katrina avait passé des mois à construire un récit sur mon instabilité mentale et mes soi-disant problèmes d'alcool. Si j'allais maintenant à la police, affirmant qu'elle voulait me faire tuer, cela ne ferait que confirmer tout ce qu'elle avait dit sur ma santé mentale déclinante. Alors, on fait quoi? Samuel sourit pour la première fois ce matin-là, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. On va retourner la situation. Comment? Ta sœur a commis une erreur cruciale. Laquelle? Elle a supposé que je n'étais qu'un simple camionneur naïf qui ne remarquerait rien. Elle nous a sous-estimés, tous les deux. Samuel mit le camion en marche et sortit du parking. Mais au lieu de se diriger vers mon appartement, il prit la direction opposée. On n'ira pas chez toi ce matin, Neil. Ce n'est pas sûr. Alors, où allons-nous? Quelque part où on pourra comprendre ce que ta sœur craint vraiment que tu découvres. Parce que les gens ne préparent pas des meurtres à cause de disputes familiales, frère. Ils les planifient à cause de secrets. Des secrets énormes et coûteux. Alors que nous traversions la ville qui s'éveillait. Samuel expliqua ce qu'il avait observé ces dernières semaines. La surveillance de Katrina n'était ni aléatoire ni occasionnelle. Elle suivait ma routine avec une précision militaire. Mes horaires, mes trajets, mes contacts. Elle construisait un profil de mes vulnérabilités, cherchant le moment parfait pour frapper. Le truc, dit Samuel en entrant dans le parking d'un diner ouvert 24h24 à la périphérie de la ville, c'est qu'elle te surveille depuis des semaines. Mais moi aussi, je l'ai observée. Hier, je l'ai suivie après qu'elle a quitté le bâtiment médical. Où est-elle allée? Dans un cabinet d'avocat en centre-ville. Elle est restée presque 2 heures, est sortie avec une mallette et avait l'air nerveuse. Après ça, elle est allée à la banque. Puis elle a fait un arrêt qui a vraiment attiré mon attention. Samuel gara le camion et se tourna complètement vers moi. Elle est allée dans un centre de stockage sur Industrial Boulevard, unité 237. Elle avait la clé, est entrée seule et est restée environ 20 minutes. Quand elle est sortie, la mallette avait disparu. Mon esprit s'emballa. Qu'est-ce que tu crois qu'il y avait dans cette mallette? Des documents, des papiers suffisamment importants pour être cachés, mais assez accessibles pour être récupérés rapidement quand nécessaire. Le visage de Samuel se fit pensif. Neil, je veux que tu repenses à la mort de tes parents. Y avait-il quelque chose dans le règlement de leur succession qui t'avait paru étrange? Question me frappa comme un éclair. J'avais été tellement concentré sur la crise immédiate, sur le sabotage et les menaces de Katrina, que je n'avais pas réfléchi au passé plus profond, à cette relation fondamentale qui avait façonné tout ce qui suivit. Il n'y avait pas grand-chose à régler, dis-je lentement. Maman et papa vivaient modestement. Ils avaient la maison, quelques économies, quelques investissements. Katrina s'occupait de tout parce qu'elle était l'exécutive. Elle disait qu'après avoir payé leurs dettes et les frais funéraires, il ne restait presque rien, peut-être 15 000 $ au total. As-tu vu les papiers, les relevés bancaires, les assurances, les évaluations immobilières? Je secouai la tête. Katrina m'avait dit que ça ne ferait que m'attrister de passer en revue tous les détails. Elle s'en était occupée et m'avait donné ma part, 7 500 $. Les yeux de Samuel se plissèrent. Ça me semble léger pour 2 personnes qui possédaient leur maison et avaient travaillé pendant 40 ans. C'est ce que je pensais à l'époque, mais Katrina m'avait montré les factures funéraires. Elle disait que papa avait des dettes professionnelles dont j'ignorais l'existence. C'était une période difficile. Je traversais mon divorce, je devais tout recommencer. J'avais confiance en elle pour gérer les choses équitablement. Et tu n'as jamais remis ça en question plus tard? Non, pourquoi le ferais-je? C'était ma sœur. Nous n'étions pas proches, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle me volerait. Samuel s'appuya en arrière, réfléchissant à ce que je venais de lui raconter. Neil, je crois que ta sœur préparait ça depuis longtemps.
Je pense qu'elle a volé ton héritage il y a 15 ans, et depuis, elle vit dans la peur que tu t'en rendes compte. L'idée était si énorme, si dévastatrice, que je ne pouvais pas l'accepter tout de suite. Katrina avait géré la succession de nos parents pendant que je sombrais dans mon divorce. Elle avait pris en main tous les papiers, toutes les démarches légales, tous les détails financiers. Si elle avait voulu me priver de mon héritage, elle en avait eu l'occasion. Mais pourquoi attendre tout ce temps pour s'en prendre à moi? Si elle avait volé mon héritage il y a 15 ans, pourquoi ne pas me laisser vivre dans l'ignorance? Parce que quelque chose a changé récemment, dit Samuel, sa voix devenant urgente. Quelque chose qui l'a effrayé. Quelque chose qui lui a fait croire que tu commencerais à poser des questions. Je réfléchis. Qu'est-ce qui avait changé ces 6 derniers mois? Perte de ma maison, travail de nuit, rencontre avec Samuel, rejet et sabotage de Katrina. Puis la révélation me frappa. La réclamation d'assurance après l'inondation, dis-je doucement. Quand j'essayais d'obtenir une compensation pour ma maison, la compagnie d'assurance demandait des documents remontant à des années. Titre de propriété, historique des biens, tout héritage ou don pouvant influencer la demande. Samuel hocha la tête. Il cherchait tout ce qui pourrait te donner plus de ressources ou un avantage légal. Et qu'as-tu répondu? Que ma maison était tout ce que je possédais, que je n'avais rien hérité à la mort de mes parents? Les implications de mes mots commencèrent à me frapper. Mais si ce n'était pas vrai, si un héritage existait et que je l'ignorais, alors tu aurais dû avoir droit à une indemnisation beaucoup plus importante. Ou, si l'héritage incluait des biens immobiliers, tu aurais eu d'autres options pour reconstruire. La voix de Samuel devint grave. Et si tu avais commencé à fouiller l'histoire financière de ta famille pour ton dossier d'assurance, tu aurais peut-être découvert la vérité sur la succession de tes parents. Nous restâmes silencieux, regardant les premiers navetteurs défiler devant les vitrines du diner. L'ampleur de la théorie de Samuel était terrifiante. Si Katrina avait volé mon héritage, elle vivait depuis 15 ans sur de l'argent qui m'appartenait. Pire encore, elle m'avait vu lutter contre le chômage, le divorce et maintenant l'inondation, tout en gardant pour elle des ressources qui auraient pu m'aider. Nous avons besoin de preuves, dis-je enfin. Nous devons entrer dans ce box de stockage, acquiesça Samuel. Mais ça va être compliqué. C'est un site sécurisé, et on ne peut pas juste demander la clé à Katrina. Et si on forçait l'entrée? Samuel secoua la tête. Trop risqué. Caméra de surveillance, alarme, charge criminelle possible si on se fait prendre. Nous faut une approche plus intelligente. Comme quoi? Le sourire de Samuel revint, mais cette fois, il avait une lueur de malice et de défi. Comme la suivre la prochaine fois qu'elle ira là-bas. Ta sœur préparait ta chute depuis des semaines, mais elle a commis une erreur fatale, elle ne sait pas que nous savons tout. Elle croit encore avoir l'élément de surprise. Samuel démarra le camion, mais ce soir, nous allons inverser les rôles. Ce soir, nous allons découvrir ce que Katrina cache depuis tout ce temps. Alors que nous nous dirigions vers un motel où Samuel m'avait dit que je pourrais rester en sécurité jusqu'au soir, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, l'espoir mêlé à une colère juste et profonde. Katrina avait passé des semaines à me faire sentir inutile, un échec méritant son malheur. Elle m'avait isolé de ma famille et saboté toutes mes tentatives pour reconstruire ma vie. Mais si Samuel avait raison, si elle me volait depuis le début, alors tout avait du sens. Son refus de m'aider après l'inondation n'était pas une question de discipline ou de leçon de vie. C'était pour m'empêcher de me relever suffisamment pour poser des questions embarrassantes sur le passé. Samuel, dis-je en entrant dans le parking du motel, quoi qu'on découvre ce soir, je veux que tu saches que tu m'as rendu quelque chose que je croyais perdu à jamais. Quoi donc? La certitude que je ne suis pas seul, que quelqu'un se soucie de savoir si je vis ou si je meurs. Le visage burimé de Samuel se radoucit. Frère, la famille ne se mesure pas au sang. La famille, c'est ceux qui restent à tes côtés quand le monde s'effondre. Tu as une famille, tu cherchais juste au mauvais endroit. Ce soir-là, en nous préparant à suivre Katrina pour découvrir son secret, je compris que Samuel avait raison. J'avais passé ma vie adulte à croire que la famille signifiait un soutien inconditionnel, que le sang nous protégerait toujours. Mais parfois,
ceux qui partagent ton ADN sont ceux qui te blessent le plus. Et parfois, les vrais membres de ta famille sont ceux qui débarquent dans un camion de 18 roues avec du café et des sandwichs, prêts à tout risquer pour aider un inconnu à obtenir justice. Ce soir, nous allions découvrir jusqu'où allait la trahison de Katrina, et demain, nous nous assurerions qu'elle paie pour chaque mensonge et chaque dollar volé. Le compte à rebours avait commencé. Samuel et moi passâmes la journée au Sunrise Motel, un établissement fatigué sur l'autoroute où les chambres se louaient aux faibles, et personne ne posait de questions sur un routier et un concierge âgé qui semblaient planifier une mission d'espionnage. Samuel s'était enregistré sous un faux nom et avait payé en espèces, expliquant à la réception que nous faisions des relais pour conduire et avions besoin d'un endroit calme pour nous reposer. La chambre sentait le désinfectant et la moquette ancienne, mais elle semblait plus sûre que mon appartement studio. Samuel avait apporté des provisions, des jumelles, un appareil photo avec téléobjectif, des barres énergétiques et 2 thermos de café. Il avait aussi amené quelque chose auquel je ne m'attendais pas, un ordinateur portable. « Ma fille me l'a offert à Noël dernier », expliqua-t-il en ouvrant le dispositif argenté sur la table rayée du motel. Elle m'a dit qu'il était temps de rejoindre le 21e siècle. Je l'utilise surtout pour mes mails et les bulletins météo. Mais il a une fonction qui va nous aider ce soir. Il fit défiler plusieurs écrans, jusqu'à ce qu'une carte apparaisse, montrant notre position et les environs. Suivi GPS. Si nous nous approchons assez de la voiture de ta sœur, je peux placer un traceur magnétique que j'ai emprunté à mon dispatch. Nous saurons partout où elle va. Je regardais la technologie, impressionné malgré les circonstances. Tu es venu préparé. 20 ans de mariage avec une femme qui résout des mots croisés pour le plaisir t'apprennent à anticiper, dit Samuel avec un sourire triste. Grace disait toujours que les meilleurs plans ont des plans de secours. Nous passâmes l'après-midi à passer en revue tout ce que nous savions de la routine de Katrina. Chaque détail, chaque habitude, rien ne devait nous échapper. Elle quittait généralement sa maison vers 19h en semaine, prenant souvent la direction de son agence immobilière pour régler des dossiers ou rencontrer des clients. Samuel l'avait déjà observé se rendre au dépôt de stockage à 2 reprises le mois dernier. Toujours le soir, lorsque les lieux étaient presque déserts. Mais ce soir, quelque chose était différent. Ce soir, ça ne ressemble pas aux autres fois, murmura Samuel en ajustant la mise au point de ses jumelles pendant que nous finalisions notre dispositif de surveillance. Après sa rencontre avec ces hommes hier, elle semblait nerveuse, pressée. Les gens font des erreurs quand ils sont sous pression. À 18h30, nous sommes arrivés à Millbrook Estates avec le camion de Samuel, stationné à 3 rues de là, sur le parking d'une supérette offrant une vue dégagée sur Katrina Street. Samuel avait changé la plaque d'immatriculation de son véhicule, la remplaçant par une autre qu'il utilisait pour certains chantiers. « Personne ne va remarquer qu'elle manque ?» ai-je demandé, la voix un peu tendue. Elle est enregistrée sur un camion au garage depuis 2 mois. Le temps que quelqu'un s'en rende compte, tout sera terminé. Nous n'avons pas attendu longtemps. À 19h15, la BMW argentée de Katrina quitta lentement son allée. Elle était seule. Un soulagement, mais aussi une inquiétude. Soulagement, parce que cela signifiait moins d'obstacles. Inquiétude, parce que cela pouvait vouloir dire qu'elle avait rendez-vous ailleurs. Suivre quelqu'un sans se faire repérer est bien plus complexe que dans les films. Samuel devait rester assez proche pour ne pas la perdre, tout en gardant suffisamment de distance pour ne pas attirer son attention. Étonnamment, il était doué. Il utilisait les autres véhicules comme couverture, synchronisait les feux rouges, disparaissait presque dans la circulation. Premier arrêt, le centre-ville. Un cabinet d'avocats. Elle entra dans un immeuble abritant plusieurs firmes juridiques. Pendant qu'elle était à l'intérieur, Samuel se faufila vers sa voiture. 30 secondes, pas une de plus. Quand il remonta dans le camion, je le regardai, impressionné. Ancien militaire ? Il esquissa un léger sourire. Non, ancien mari d'une femme qui oubliait ses clés dans sa voiture 2 fois par mois pendant 28 ans. On apprend à aller vite avec les portières. 45 minutes plus tard,
Katrina ressortit, tenant une grande enveloppe Kraft. Elle balaya la rue du regard avant de monter dans sa voiture. Sur l'ordinateur portable de Samuel, un point lumineux clignota sur la carte. Prochaine destination, le dépôt de stockage. Le complexe industriel s'étendait sur plusieurs hectares, entouré de grillages et de caméras de sécurité. Des rangées de portes métalliques orange, alignées comme dans une base militaire. Katrina utilisa sa carte magnétique et roula lentement vers le fond du site. Unité 237, murmura Samuel en consultant le plan imprimé. Coin arrière, loin du bureau, loin du passage. Choix intelligent si on veut éviter les regards. Nous nous sommes garés en face, dissimulés derrière une station-service abandonnée. À travers les jumelles, nous l'avons vu sortir de sa voiture. Autour d'elle, prudent, presque inquiet. Puis elle ouvrit la porte métallique. Même à distance, on distinguait que le box était presque plein. Des cartons contre les murs. Au centre, plusieurs classeurs. Elle se dirigea sans hésiter vers l'un d'eux. Un tiroir, des dossiers. Elle a déjà fait ça, souffla Samuel. Elle sait exactement où chercher. Katrina étala les dossiers sur une boîte, comparant les documents de son enveloppe avec ceux du box. Et à cet instant précis, nous avons compris que ce que nous étions en train de découvrir dépassait largement une simple visite administrative. Quelque chose se préparait, quelque chose d'important, et peut-être quelque chose de dangereux. Même à travers les jumelles, je voyais sa frustration grandir. Elle secouait la tête, prenait des notes sur un bloc jaune, vérifiait et revérifiait les documents. Quelque chose ne va pas, dis-je. Elle a l'air contrariée. Peut-être que les avocats lui ont dit quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Après 20 minutes, Katrina rassembla tout dans les dossiers et les remit dans le classeur. Mais au lieu de partir immédiatement, elle se dirigea vers l'arrière de l'unité de stockage et ouvrit un grand carton. De l'intérieur, elle sortit ce qui ressemblait à un épais album photo. Elle resta là plusieurs minutes, feuilletant les pages, et même à distance, je pouvais voir ses épaules trembler. Elle pleurait. « Tu penses qu'elle regarde quoi ?» demanda Samuel. « Des photos de famille. Peut-être des affaires de maman et papa après leur décès, ou des preuves de ce qu'elle t'a fait. » Finalement, Katrina remit l'album dans la boîte et quitta l'unité de stockage, verrouillant soigneusement la porte derrière elle. Elle resta 10 minutes de plus dans sa voiture, passant des coups de fil et semblant se disputer avec quelqu'un à l'autre bout du fil. Enfin, elle repartit en direction de sa maison. Samuel et moi avons attendu encore 1 heure, pour nous assurer qu'elle ne revenait pas. Puis, nous avons agi. Les caméras de sécurité sont activées par le mouvement, expliqua Samuel alors que nous approchions de la clôture arrière. Si nous restons bas et avançons lentement, nous pourrions éviter de les déclencher. Forcer l'entrée de l'unité de stockage s'avéra plus facile que prévu. La clôture arrière avait un espace où un poteau avait été endommagé, probablement par un camion de livraison qui avait reculé trop près. Nous nous sommes glissés par l'ouverture et avons atteint l'unité 237, restant dans l'ombre entre les bâtiments. Le cadenas de l'unité de Katrina était plus sophistiqué que le simple cadenas que la plupart des gens utilisaient. Mais Samuel était prêt pour ça aussi. De la poche de sa veste, il sortit un jeu de crochet ressemblant à quelque chose tout droit sorti d'un film d'espionnage. « Une autre compétence acquise pendant ton mariage ?» demanda I.G. Grace avait l'habitude de se verrouiller partout, dit-il en souriant, manipulant les crochets avec une efficacité expérimentée. Voiture, maison, boîte à bijoux, tout. Je me suis lassé d'appeler des serruriers. Le cadenas céda après 5 minutes de manipulation soigneuse. Samuel souleva la porte roulante, juste assez pour que nous puissions ramper à l'intérieur. Puis la referma derrière nous et alluma une petite lampe de poche. L'unité de stockage ressemblait à un musée de l'histoire de ma famille. Je reconnus des meubles de la maison de mes parents, y compris la table de salle à manger où nous avions pris nos dîners du dimanche pendant 20 ans. Des cartons étiquetés à l'écriture soignée de ma mère, des décorations de Noël, des albums photos, les outils de mon père, des papiers importants. Mais c'est le classeur qui attira notre attention. Le tiroir que Katrina avait consulté
étaient étiquetés « Documents successoraux ». À l'intérieur, nous trouvâmes dossier après dossier de papiers concernant les finances de mes parents. Relevés bancaires, dossiers d'investissement, police d'assurance, actes de propriété. Samuel étala les documents sur le dessus d'une boîte pendant que je tenais la lampe. Ce que nous découvrîmes fit trembler mes mains si violemment que j'ai failli lâcher la lumière. Mes parents n'avaient pas eu de difficultés financières à leur décès. Ils étaient riches. Les relevés bancaires montraient des soldes dépassant 300 000 $. Les portefeuilles d'investissement détaillaient des actions et obligations pour 120 000 $ supplémentaires. Mais le plus choquant de tout était la police d'assurance vie. 200 000 $ avec Katrina et moi, listés comme bénéficiaires égaux. 620 000 $, dit Samuel à voix basse, additionnant le tout. Partagé entre 2 enfants, cela faisait plus de 300 000 chacun. Je fixais les documents, essayant de concilier ces chiffres avec ce que Katrina m'avait raconté il y a 15 ans. Elle disait que nos parents étaient morts presque fauchés, que, après avoir payé dettes et frais funéraires, il ne restait que 15 000 $ à partager entre nous. « Regarde ça », dit Samuel en brandissant un autre dossier. Document du tribunal des successions. Le dossier officiel confirmait les chiffres que nous venions de découvrir. Mais attaché à celui-ci se trouvait un second dossier, déposé 6 mois plus tard, racontant une toute autre histoire. La version révisée prétendait que des dettes supplémentaires avaient été découvertes, réduisant la valeur de la succession à exactement 15 000 $. Quel type de dette ? Demandai-je. Samuel feuilleta d'autres papiers jusqu'à trouver ce qui ressemblait à des documents de prêt. Des prêts commerciaux garantis par ton père, des achats d'équipements pour une entreprise appelée, voyons voir, Morrison Landscaping Services. Mon père n'avait jamais possédé de société de jardinage. Il avait travaillé pour la compagnie téléphonique pendant 35 ans. Non, mais regarde la signature sur ces documents, dit Samuel en les brandissant pour que je voie clairement. Ce n'est pas l'écriture de ton père. Il avait raison. Mais les boucles et les angles étaient subtilement différents des documents que je savais avoir signés par mon père. Quelqu'un avait falsifié son nom sur des prêts totalisant plus de 400 000 $, utilisant ensuite ces fausses dettes pour justifier le vol de la majeure partie de l'héritage. Elle a créé de fausses sociétés, de faux prêts, de fausses dettes, murmurai-je, la gravité de la fraude commençant à m'atteindre. Elle a tout volé et fait passer ça pour légal. Et elle vit de ton argent depuis 15 ans, ajouta Samuel sombre. Cette maison, cette voiture, cette entreprise immobilière dont elle est si fière, tout a été financé par ton héritage. Nous continuâmes à fouiller les dossiers, découvrant de nouvelles preuves du vol systématique de Katrina. Elle avait été minutieuse, méthodique, créant une traînée de papier capable de résister à un examen superficiel, tout en dissimulant les documents prouvant la fraude. Le plus dévastateur était un dossier intitulé « 1000 informations personnelles ». À l'intérieur, des copies de mes papiers de divorce, dossiers d'emploi, rapports de crédit, et ce qui semblait être des photographies de surveillance prises au fil des ans. Moi allant au travail, faisant les courses, assistant au mariage de mon ex-femme avec son nouveau mari. Katrina m'observait depuis plus d'une décennie, documentant ma vie, s'assurant que je ne réussisse jamais assez pour commencer à poser des questions sur le passé. Dit Samuel en étudiant une chronologie écrite de la main de Katrina. Regarde ça. La chronologie commençait il y a 15 ans, succession réglée et explication satisfaisante. Elle suivait les étapes de ma vie, perte d'emploi, difficultés financières, divorce, déménagement dans la maison de Maple Street, isolement familial. L'entrée la plus récente était glaçante. Ouragan Helena, opportunité d'éliminer définitivement le problème. Elle attendait le bon moment pour se débarrasser de toi, dit Samuel. L'inondation était parfaite, elle t'a rendu désespéré et seul. Mais c'est le dernier dossier du classeur qui révéla l'ampleur du désespoir de Katrina. À l'intérieur, des relevés bancaires récents montraient sa situation financière. Et ce n'était pas beau. L'entreprise immobilière déclinait, perdant de l'argent chaque mois. Ses comptes personnels étaient presque vides. Elle avait dépensé presque tout mon héritage et avait désespérément besoin de plus pour maintenir son style de vie. Elle est fauchée, dis-je.
fixant les chiffres. Après 15 ans, elle a tout dépensé. C'est pourquoi elle ne peut pas se permettre que tu découvres la vérité, répondit Samuel. Si tu découvrais le vol et que tu l'attaquais en justice, elle perdrait tout. La maison, l'entreprise, peut-être même des accusations criminelles. Alors, elle a décidé de me tuer à la place, pas seulement toi. Faire passer ça pour un accident, pour pouvoir toucher ton assurance vie aussi. D'argent. Nous avons passé encore 1 heure à photographier des documents avec l'appareil de Samuel, construisant un dossier complet sur la fraude de Katrina. Pendant que nous travaillions, mon choc se transforma en quelque chose de plus dur, de plus froid, la rage. Ma sœur n'avait pas seulement volé mon argent, elle m'avait volé 15 ans de ma vie, à me voir lutter et échouer tandis qu'elle vivait confortablement sur mon héritage. Elle avait saboté mes relations, détruit mes opportunités et planifié mon meurtre. Tout ça pour cacher son crime initial. On a assez, dit Samuel, rangeant enfin son appareil. Relevés bancaires, documents falsifiés, preuves des valeurs immobilières. N'importe quel tribunal du pays la condamnerait. Parfait, répondis-je, la voix calme malgré la colère qui brûlait en moi. Parce que je veux qu'elle perde tout, exactement comme elle a essayé de me faire tout perdre. Alors que nous nous préparions à quitter le box de stockage, Samuel trouva une dernière preuve qui changea tout. Cachée derrière le meuble de classement, une petite boîte métallique, de celles utilisées par les banques pour les coffres-forts. À l'intérieur, les copies originales des testaments de nos parents, des polices d'assurance et des titres de propriété. Les vrais documents que Katrina avait cachés, tandis qu'elle soumettait des copies falsifiées au tribunal des successions. Mais le plus accablant était une lettre manuscrite de notre père, datée de quelques semaines, seulement avant sa mort. À mon fils Neil, commençait la lettre. Je veux que tu saches que l'argent que ta mère et moi laissons derrière nous provient de 40 années de travail acharné et d'économies soigneusement planifiées. Nous avons toujours été fiers de nos 2 enfants, mais nous craignons que le mode de vie et les habitudes de dépenses de Katrina ne lui servent pas à long terme. C'est pourquoi nous te laissons la maison et les terres, ainsi que la plus grande part de nos économies. Katrina recevra assez pour être à l'aise, mais nous avons confiance en toi pour utiliser ton héritage avec sagesse et peut-être aider ta sœur si elle en a vraiment besoin. Prends soin de toi, mon fils. Nous t'aimons, papa. Je lus la lettre 3 fois avant de réaliser l'ampleur du choc. Mes parents ne m'avaient pas seulement laissé une part égale de leur patrimoine. Ils m'avaient laissé la majorité, avec la demande de venir en aide à Katrina si nécessaire. Mais elle avait tout volé et passé 15 ans à s'assurer que je ne découvrirais jamais la vérité. « Neil, dit Samuel doucement, il faut qu'on sorte d'ici. On a ce pourquoi on est venu. » Alors, que nous replacions tout dans le meuble et nous préparions à partir, je pris une décision qui allait changer nos vies à jamais. « Samuel, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait. Mais à partir de maintenant, ça devient dangereux. Katrina prévoit déjà de te faire du mal parce que tu m'as aidé. Tu devrais disparaître. Change ton itinéraire. Éloigne-toi de moi jusqu'à ce que tout soit terminé. » Samuel me regarda comme si je lui demandais d'abandonner un soldat blessé sur un champ de bataille. « Frère, je ne suis pas arrivé jusqu'ici pour m'en aller maintenant. Tu as la preuve de ce qu'elle a fait, mais tu as encore besoin d'aide pour la faire tomber. Et puis, elle a menacé la mémoire de Grace quand elle m'a menacé. Ça devient personnel. Elle pourrait te faire tuer. Elle pourrait essayer. Mais ta sœur a commis une erreur cruciale qui va tout lui coûter. Laquelle ? Elle a choisi le mauvais chauffeur de camion pour se mesurer. En quittant le centre de stockage pour retourner au motel, je compris que demain serait la confrontation la plus difficile de ma vie. Je devrais affronter ma sœur, celle qui avait volé mon héritage, saboté ma vie et planifié mon meurtre. Mais je n'allais pas être seul. La rencontre était fixée à 10 heures au Millbrook Country Club, territoire neutre où Katrina se sentait à l'aise et confiante. Samuel avait suggéré l'endroit, argumentant qu'elle serait moins susceptible d'envoyer des hommes de main quelque part où elle était connue et respectée. La veille, je l'avais appelée avec un ton calme, presque vaincu, pour demander une dernière conversation au sujet de notre famille.
J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Lui avais-je confié au téléphone à propos de la responsabilité de mes choix? Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de me battre et d'accepter la réalité. Un soulagement audible passa dans sa voix. Oh Neil, je suis tellement contente que tu vois enfin la raison. Nous pouvons trouver un compromis, j'en suis sûr. Quelque chose de juste pour tout le monde. Juste, juste, ce mot aurait presque pu me faire rire. Samuel me déposa à 3 pâtés de maison du parking du country club, où il pouvait surveiller l'entrée avec ses jumelles. Nous avions planifié chaque détail de cette confrontation, y compris plusieurs stratégies de sortie, au cas où les choses tourneraient mal. L'enveloppe Manila que je tenais contenait des copies de tous les documents que nous avions trouvés, classés par ordre chronologique pour raconter l'histoire complète de la supercherie de Katrina sur 15 ans. « Souviens-toi, m'avait dit Samuel quand je sortis du camion. Elle va tout nier au début. Ne lui montre pas les preuves d'un coup. Laisse-la s'enfoncer dans ses mensonges, un à un. » Le Millbrook Country Club ressemblait à un décor de film sur des familles aisées du Sud. Colonnes blanches, pelouse impeccable, luxe discret qui murmurait l'argent plutôt que de le crier. Je n'y étais jamais entré, mais l'hôtesse reconnut le nom de Katrina et me conduisit à une salle à manger privée surplombant le parcours de golf. Katrina était déjà là, assise à une petite table, dos à la fenêtre. Impeccable comme toujours dans un tailleur crème qui valait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son maquillage irréprochable. Elle incarnait la femme d'affaires réussie, la sœur responsable qui avait bâti une vie enviable. Mais quelque chose trahissait sa nervosité. « Neil, dit-elle en se levant pour m'accueillir avec un sourire mesuré. Tu as meilleure mine. Tu dors mieux? » Je m'assis en face d'elle, posant l'enveloppe Manila sur la table, entre nous. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement. Je suis sûr que toi aussi, et je veux que tu saches que j'ai pensé à nous, à notre relation, à la façon dont nous pourrions avancer en tant que famille. La serveuse apporta du café, sans qu'on lui demande, apparemment partie de la routine habituelle de Katrina. J'attendis que nous soyons seuls à nouveau avant de répondre. J'ai pensé à maman et papa, dis-je, à ce qu'ils auraient voulu pour nous. Le sourire de Katrina s'adoucit, devenant plus sincère. Ils auraient voulu que nous prenions soin les uns des autres, que nous soyons là pour la famille quand les temps deviennent difficiles. C'est ce que tu fais? Tu prends soin de moi? À ma manière, oui, je sais que ça peut ne pas sembler évident, mais la fermeté dans l'amour reste de l'amour, Neil. Parfois, prendre soin de quelqu'un signifie ne pas permettre ses erreurs. Je hochai la tête, pensif. Tu as probablement raison. J'ai fait beaucoup d'erreurs au fil des ans. Mauvaise décision financière, planification insuffisante, absence de préparation aux urgences. Exactement, dit Katrina en se penchant légèrement, encouragée par mon apparent accord. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Tu es encore relativement jeune, capable de construire une meilleure vie pour toi. Avec un peu d'aide, dans la limite du raisonnable. Je ne peux pas simplement te donner de l'argent, Neil. Cela renforcerait les schémas qui t'ont mis dans cette situation. Mais peut-être pourrions-nous te trouver un meilleur emploi, un meilleur endroit où vivre. Quelque chose de plus approprié pour un homme de ton âge. Quelque chose de plus grave, pensai-je, mais je n'ai rien dit. C'est très généreux, dis-je à la place, mais je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. L'expression de Katrina devint prudente. Bien sûr. De quoi s'agit-il? Quand maman et papa sont morts, quand tu as géré leur succession, il ne restait vraiment que 15 000 $ après le paiement de leurs dettes? La question la frappa comme un coup physique. Je la vis se raidir. Son expression soigneusement contrôlée vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne reprenne le contrôle. Neil, nous avons déjà abordé ça. Les documents à l'époque, les frais funéraires, les factures en attente, les frais juridiques. Il ne restait pas beaucoup, mais il aurait pu y en avoir plus au départ, avant le paiement des dettes. Oui, il y avait plus au départ, mais tu dois comprendre que maman et papa avaient pris des engagements financiers qui n'étaient pas immédiatement visibles. Prêts commerciaux, garanties pour des amis, des choses comme ça. Son premier mensonge. Samuel avait raison,
Il fallait la laisser s'enfoncer elle-même. Quel genre de prêts commerciaux? Oh, tu sais, papa. Il essayait toujours d'aider les gens en co-signant pour des voisins qui avaient besoin de prêts pour du matériel, ce genre de choses. Très généreux, mais pas toujours judicieux. Des prêts pour quel type de matériel ou d'entreprise? La pause de Katrina fut à peine perceptible, mais je l'ai remarqué. Équipement pour le paysagisme, je crois, ou peut-être la construction. Je devrais vérifier les dossiers pour être sûr. Son second mensonge. La fictive Morrison Landscaping Services. Katrina, je dois te dire quelque chose. La semaine dernière, j'ai demandé une aide supplémentaire pour les inondations. Il demandait une documentation sur tous les biens ou héritages que j'aurais pu recevoir ces 20 dernières années. La couleur disparut de son visage. Quoi, qu'as-tu dit? La vérité, que je n'avais rien hérité de significatif lorsque nos parents sont morts. Mais ils ont dit qu'ils devaient vérifier cela avec des documents officiels. J'ouvris l'enveloppe manille et sortis le premier document, le dépôt d'homologation original, montrant la vraie valeur de la succession. C'était ce qu'ils avaient trouvé. Katrina fixa le document, les mains légèrement tremblantes, en reconnaissant son écriture sur les formulaires légaux. Mail, je peux expliquer. 620 000 $, dis-je doucement. C'était la vraie valeur de la succession de maman et papa, compte bancaire, investissement, assurance vie, maison et propriété. Plus de 300 000 $ qui auraient dû me revenir. Tu ne comprends pas les complexités d'une succession. Il y avait tellement de facteurs, comme Morrison Landscaping Services. Je sortis les faux documents de prêt. L'entreprise pour laquelle papa aurait soi-disant garanti des prêts. Sauf que papa n'a jamais possédé d'entreprise de paysagisme, et ce n'est pas sa signature. La respiration de Katrina devint courte et rapide. Neil, tu tires des conclusions hâtives. Il y a des explications pour tout ça. Et ces preuves, je déployais les photographies que Samuel avait prises de ses dossiers de surveillance. Des images de moi allant au travail, faisant mes courses, vivant ma vie quotidienne. Pendant qu'elle m'observait et documentait chacun de mes mouvements, sa façade craqua enfin complètement. Le contrôle soigneux, l'amour fin, l'inquiétude fraternelle, tout s'effondra, laissant apparaître quelque chose de froid et calculateur. J'ai découvert la vérité sur ce que tu faisais depuis 15 ans. Katrina recula dans sa chaise, son esprit en ébullition. Je pouvais la voir peser ses options, envisager des stratégies pour limiter les dégâts, essayer de tourner la situation à son avantage. Même si certains documents étaient irréguliers, disait-elle prudemment, cela ne change pas les faits fondamentaux. Maman et papa m'avaient fait confiance pour gérer leurs affaires. Ils savaient que je prendrais des décisions responsables. Des décisions responsables, comme falsifier la signature de papa sur des documents de prêt, comme voler mon héritage et me regarder lutter pendant plus d'une décennie. Je n'ai rien volé, dis-je calmement. J'ai pris des décisions exécutives sur la manière de répartir les actifs afin que cela profite à long terme à nous deux. L'audace pure de sa rationalisation me coupait le souffle. Même prise la main dans le sac, avec des preuves de fraude massive, elle tentait encore de présenter cela comme un jugement avisé. Profiter à nous deux. Katrina, tu as vécu dans un manoir pendant que je faisais des nuits pour payer un studio. Tu conduis une voiture qui vaut plus que ce que j'ai gagné en 2 ans. Comment voler mon héritage m'a-t-il profité exactement? Parce que tu l'aurais gaspillé. Ces mots explosèrent, 15 années de justification refoulées, jaillissant d'un seul coup. Tu l'aurais investi dans une folie, donné à ton ex-femme, perdu au jeu ou à l'alcool. Je t'ai sauvé de toi-même en prenant tout ce qui m'appartenait légitimement. En mettant cet argent à meilleur usage, j'ai créé une entreprise. J'ai généré de la valeur. J'ai fait de bons investissements. Tes 300 000 $ sont devenus la base d'un empire immobilier. Un empire qui saigne de l'argent chaque mois. Je sortis ces relevés bancaires récents. Tu es fauchée, Katrina. Tu as passé 15 ans à vivre sur mon héritage, et maintenant, il n'y a plus rien. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant les documents. Comment as-tu? De la même manière que j'ai découvert les hommes que tu avais engagés pour me tuer. L'accusation flottait entre nous comme un fil électrique sous tension. Le visage de Katrina devint livide, ses mains agrippant le bord de la table. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le parking du bâtiment médical,
2 hommes en veste sombre discutant de la meilleure façon de faire passer ma mort pour un simple vol. Je sortis le téléphone de Samuel et lançai l'enregistrement de sa voix, discutant des plans pour mon accident. Katrina écoutait ses propres mots, l'horreur grandissante, réalisant que toute sa conspiration avait été documentée, enregistrée et conservée comme preuve. Neil, ce n'est pas ce que ça semblait. Je voulais te protéger. Me protéger de quoi? De prendre les mauvaises décisions. Si tu avais découvert la vérité sur l'héritage, tu m'aurais poursuivi, détruit ma vie, pris tout ce pour quoi j'allais travailler. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Alors tu as décidé de me tuer à la place. J'ai décidé de trouver une solution permanente à un problème qui échappait à tout contrôle. Voilà l'aveu dont j'avais besoin. Katrina venait d'avouer avoir planifié mon meurtre. Dans une pièce de son propre country club, entourée de témoins qui se souviendraient de chaque détail. Tu as engagé des hommes pour me tuer parce que je pourrais découvrir que tu avais volé mon héritage. J'ai engagé des hommes pour résoudre un problème avant qu'ils ne détruisent nos 2 vies. Je rassemblais les documents dans l'enveloppe Manille, les mains parfaitement stables, malgré l'ampleur de ce que je venais d'accomplir. 15 années de mensonges, de vols et de tromperies venaient de s'effondrer en l'espace d'1 heure. Où cela nous laisse-t-il, Katrina? Elle me fixa avec des yeux sauvages, sa parfaite maîtrise totalement brisée. Que veux-tu? Je veux mon héritage, tout, avec 15 ans d'intérêt. Je n'ai plus ce genre d'argent. Alors tu vendras la maison, l'entreprise, tout ce que tu as acheté avec mon héritage volé. Tu liquideras chaque actif et tu rendras ce que tu m'as pris. Et si je refuse, je me levai, glissant l'enveloppe sous mon bras. Alors j'irai à la police avec des preuves de falsification, de fraude, de vol et de complot pour meurtre. Tu perdras tout de toute façon. Et en plus, tu passeras le reste de ta vie en prison. Katrina resta figée, les yeux fixés sur la table où les preuves de ses crimes avaient été à voir, étalées quelques instants plus tôt. La réalité la rattrapait enfin. 15 ans à construire une vie sur de l'argent volé. Et maintenant, tout s'effondrait sous elle. Tu as 48 heures pour décider, dis-je en me dirigeant vers la porte. Après ça, je remets tout aux autorités et ils s'occuperont du reste. Neil, attends. Sa voix était faible, désespérée. Nous sommes de la famille. Il doit bien y avoir un moyen de régler ça sans détruire nos vies à tous les 2. Je m'arrêtai à la porte, regardant la femme qui s'était appelée ma sœur, tout en planifiant mon meurtre. La famille ne vole pas les siens, Katrina. La famille ne regarde pas ses proches souffrir tout en profitant de leur douleur. Et la famille ne paie certainement pas des tueurs quand ces crimes sont sur le point d'être découverts. Je t'en supplie. Tu aurais dû y penser il y a 15 ans. Je la laissai seule dans la salle à manger du country club, entourée du luxe qu'elle avait bâti avec mon héritage volé. Par la fenêtre, je voyais le camion de Samuel m'attendant sur le parking, prêt pour la prochaine étape de notre plan. Pour la première fois depuis que la tempête avait détruit ma maison, je sentais que je rentrais enfin chez moi. Mais le jeu n'était pas terminé. Katrina était désormais acculée, désespérée et dangereuse. Les prochaines 48 heures décideraient si elle accepterait sa défaite ou si elle se battrait jusqu'au bout. Elle choisit de se battre. Le coup de téléphone arriva 36 heures après notre confrontation. Au country club, Samuel et moi étions dans un motel éloigné de la ville, là où nous nous sentions plus en sécurité, en attendant la réponse de Katrina. Mon téléphone sonna avec son numéro. J'hésitais presque avant de décrocher. « Allô, Katrina. » Neil. Sa voix avait changé. Plus dure, plus froide, dépouillée de toute prétention. J'ai réfléchi à ton ultimatum, et je ne vais pas me laisser faire par mon propre frère. Si tu remets ces documents à la police, je ferai en sorte que tu le regrettes. Je m'y attendais. Les gens désespérés abandonnent rarement avant d'avoir épuisé toutes les options. Et Katrina avait passé trop d'années à tout contrôler pour céder facilement. Que veux-tu dire? J'ai des ressources que tu ne connais pas, des connexions, des gens qui me doivent des services. Si tu essaies de détruire ma vie, je ferai en sorte que la tienne se termine avant. La menace était claire, mais elle n'avait pas le poids qu'elle espérait.
Samuel avait anticipé cette réponse et tout préparé. « Katrina, tu devrais savoir quelque chose. Cette conversation est enregistrée et des copies de toutes les preuves sont déjà dans des coffres-forts de 3 banques différentes. S'il m'arrive quoi que ce soit, ou à Samuel, tout ira directement à la police. » Un silence pesant s'installa. De plus, continua-je, le délai de prescription pour la fraude successorale commence à partir de la découverte, pas du crime lui-même. Je viens de découvrir tes crimes la semaine dernière. Tu restes donc vulnérable à des poursuites pénales. Tu bluffes. Est-ce que je bluffe? Es-tu prêt à miser le reste de ta liberté là-dessus? Encore une longue pause. Que veux-tu vraiment, Neil? De l'argent? Parce que je peux te rendre riche sans détruire nos 2 vies. Je veux exactement ce que j'ai dit. Mon héritage avec intérêt. La maison à elle seule vaut plus que ce que j'aurais soi-disant pris de toi. Soi-disant? Murmurai-je, un rire presque incontrôlable me venant aux lèvres. Katrina, j'ai ton écriture sur des documents falsifiés. J'ai des enregistrements de toi planifiant mon meurtre. Rien de tout cela n'est supposé. Lorsqu'elle parla de nouveau, sa voix était à peine un murmure. Si je te remets tout, que va-t-il m'arriver? Tu recommences à 0 à 65 ans, comme tu m'as forcé à recommencer à 63. La différence, c'est que tu le feras en sachant que tu l'as provoqué toi-même, et avec des charges criminelles. Ça dépend de ma coopération pour le processus de restitution. La ligne tomba. 2 heures plus tard, Samuel aperçut 3 hommes dans une berline sombre, garés devant notre motel. Nous nous y attendions. Le dernier coup de Katrina serait d'éliminer les preuves. En nous éliminant, peu importe les conséquences. Elle était trop loin pour reculer maintenant. Nous passâmes par la fenêtre arrière de notre chambre et rejoignîmes le camion de Samuel, garé derrière le bâtiment, justement pour ce moment. En roulant, j'appelais simultanément le poste de police local, signalant une menace imminente sur nos vies, et donnant l'emplacement des preuves permettant de porter des accusations fédérales contre Katrina. « C'est le moment, » dit Samuel en direction du commissariat. « Plus d'attente, plus de jeu. Laissez les professionnels s'en occuper. » Les 72 heures suivantes furent un tourbillon d'interrogatoires, de dépositions et de procédures légales. Les agents fédéraux perquisitionnèrent l'unité de stockage de Katrina, sa maison et ses bureaux, saisissant des cartons de preuves révélant une fraude systématique sur 15 ans, documents falsifiés, fichiers de surveillance, enregistrements de ces hommes engagés pour me nuire. Tout formait un dossier irréfutable. Katrina fut arrêtée dans son bureau immobilier un mardi matin, menottée devant ses clients et collègues qui n'avaient jamais soupçonné que cette femme élégante puisse être capable d'une cruauté aussi calculée. Les journaux locaux couvrirent largement l'affaire, la qualifiant de l'une des plus grandes fraudes familiales de l'histoire de l'État. Mais rien n'égala les appels téléphoniques. Ma famille élargie, les mêmes parents qui s'étaient éloignés de moi à cause des mensonges de Katrina, voulaient soudain renouer. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années m'appelaient pour exprimer leur choc et leur soutien. Tante Dorothy laissa des messages vocaux en larmes, s'excusant d'avoir cru les histoires de Katrina sur mes prétendus problèmes d'alcool et mon instabilité mentale. « Nous aurions dû nous en douter, » dit mon cousin Mike lorsqu'il me rendit visite dans le petit appartement que Samuel m'avait aidé à louer près du poste de police. Katrina avait toujours été trop habile, trop parfaite, mais nous voulions croire sa version des faits. Que c'était plus facile que de remettre en question quelqu'un d'aussi réussi. Je comprenais leur position, mais le pardon prendrait du temps. Ces gens m'avaient abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux, choisissant des mensonges confortables plutôt que la vérité inconfortable. Leurs excuses étaient sincères, mais elles ne pouvaient effacer des mois d'isolement et de rejet. La résolution juridique dura 6 mois. L'avocat de Katrina tenta de négocier un accord qui lui permettrait de conserver certains biens contre coopération. Mais les preuves étaient écrasantes. Elle fut condamnée pour plusieurs chefs de fraude, falsification et complot, recevant une peine de 12 ans de prison fédérale. Et pour nos futurs,
La cour ordonna une restitution financière complète. Sa maison, ses affaires, ses investissements, même ses bijoux. Tout fut liquidé pour rembourser ce qu'elle m'avait volé. À la fin des comptes, je reçus 437 000 $. Mon héritage initial, plus 15 ans d'intérêts composés. Pour la première fois depuis l'inondation, j'étais financièrement sécurisé. Plus que sécurisé. J'étais assez riche pour vivre confortablement le reste de ma vie, sans jamais reprendre un seul travail de nuit. Mais l'argent, aussi satisfaisant que fut le fait de le récupérer, n'était pas la chose la plus importante que j'avais gagnée dans cette épreuve. La chose la plus précieuse, c'était Samuel. « Alors, c'est quoi le plan maintenant, mon frère » demanda-t-il, tandis que nous étions assis dans le bureau de l'avocat, regardant les derniers paiements de restitution se finaliser. Grande maison, voiture de luxe, adhésion au club de campagne. Je réfléchissais à cette question depuis des semaines, depuis que la justice avait clairement prévalu et que mon avenir financier était assuré. Que fait un homme de 63 ans lorsqu'il obtient une richesse soudaine et une liberté totale? Je pense acheter un terrain, dis-je. Quelque part au calme, peut-être avec un atelier où je pourrais travailler sur des projets qui m'intéressent au lieu de nettoyer des bureaux. Ça sonne bien. Un endroit paisible pour qu'un ami puisse garer son camion entre deux trajets. Peut-être construire une maison d'invités pour un chauffeur retraité qui en a assez de vivre sur les aires de repos. Le visage buriné de Samuel s'éclaira d'un sourire lent. « Tu m'offres un boulot, Neil ? Je t'offre une maison. Une vraie maison avec ton espace à toi et pas d'horaire sauf ceux qu'on décide nous-mêmes. Et je ferai quoi toute la journée ? Ça dépend de toi. Pêcher, travailler au jardin, réparer ce qui casse, apprendre à un vieil homme à utiliser toutes les fonctions de son ordinateur portable. Être une famille. » Le mot resta suspendu entre nous, portant tout le poids de ce que nous avions traversé ensemble. Samuel avait risqué sa vie pour m'aider à découvrir la vérité, m'avait soutenu quand ma propre famille m'avait tourné le dos, et avait prouvé que le sang n'est rien comparé à la loyauté et aux véritables soins. Répéta Samuel pensivement. J'aime bien ce mot, dis-je. 6 mois plus tard, nous vivions sur 43 acres de collines ondulantes, à 1 heure de la ville. La propriété comprenait une maison principale, un atelier et une petite cabane où Samuel avait installé son propre espace. Nous avions construit un garage pour son camion, même s'il avait officiellement pris sa retraite du transport longue distance, et installé un atelier où nous pouvions travailler sur des projets qui nous passionnaient au lieu de simplement survivre. Le terrain avait un petit étang, parfait pour la pêche dont Samuel parlait toujours, mais pour laquelle il n'avait jamais eu le temps. Nous passions nos matinées sur l'eau, nos après-midi à réparer et construire autour de la propriété, et nos soirées sur la véranda à partager des histoires et planifier des améliorations. Pour la première fois de ma vie adulte, je me sentais vraiment en paix. L'isolement de ma famille biologique était complet et volontaire. Katrina purguait sa peine dans un établissement fédéral, à 800 mètres, et je n'avais aucun désir de lui rendre visite ou de correspondre avec elle. Mes cousins et parents éloignés avaient été pardonnés, mais pas oubliés. J'étais poli lorsqu'ils appelaient, mais je ne faisais aucun effort pour reconstruire des liens fragiles qui s'étaient déjà brisés. « Tu ne regrettes pas de ne pas avoir une grande famille pour les fêtes ?» demanda Samuel un soir, alors que le soleil peignait le ciel d'orange et de rose au-dessus. « De notre étang, j'ai ma famille pour les fêtes, dis-je, en désignant Samuel. La meilleure famille, celle qui choisit d'être là. » Samuel hocha la tête, comprenant ce que je voulais dire. Grace était partie depuis 3 ans quand nous nous sommes rencontrés, et ses filles vivaient des vies bien remplies à travers le pays. Nous étions devenus la famille de l'autre par choix, plutôt que par accident de naissance, liés par des expériences partagées plutôt que par des gènes communs. Le téléphone sonnait parfois pour des affaires liées au terrain, aux investissements faits avec mon héritage récupéré, ou à des questions juridiques concernant Katrina. Mais pour la plupart, nos journées étaient calmes et remplies de sens. Nous travaillions quand nous en avions envie. Nous reposions quand nous en avions besoin. Et nous nous entraidions pour tout ce qui devait être fait. Un après-midi, alors que nous construisions un nouveau hangar derrière l'atelier, Samuel s'arrêta de marteler et me regarda avec un air pensif.
Tu sais ce que j'ai réalisé l'autre jour? Quoi donc? Pendant 40 ans, j'ai travaillé dans des emplois où d'autres me disaient quoi faire, quand le faire, à quelle vitesse conduire, où m'arrêter. Je pensais que c'était juste la vie. Et maintenant je comprends la différence entre travailler pour survivre et travailler parce qu'on choisit de le faire. Et ce choix rend tout tellement meilleur. Je compris exactement ce qu'il voulait dire. Concierge, j'avais été motivé par le désespoir, par l'acceptation de tout ce qui était disponible juste pour avoir un toit au-dessus de ma tête. Les projets sur lesquels nous travaillions maintenant étaient différents. Ils apportaient de la satisfaction, l'impression de construire quelque chose que nous voulions voir exister, simplement parce que nous aimions le processus de création. 2 ans après la condamnation de Katrina, je reçus une lettre d'elle depuis la prison. L'enveloppe resta fermée sur ma table de cuisine pendant 3 jours avant que je décide enfin de l'ouvrir. La lettre faisait 5 pages de justification et d'auto-apitoiement, expliquant qu'elle n'avait fait que me protéger de mes propres mauvais jugements, qu'elle avait investi mon héritage judicieusement jusqu'à ce que des circonstances indépendantes de sa volonté la poussent à des mesures désespérées. Elle prétendait regretter notre relation familiale et espérait qu'un jour nous pourrions nous réconcilier. Il n'y avait aucune véritable excuse, aucun aveu de la douleur qu'elle avait causée, aucune reconnaissance que ses actes avaient été fondamentalement mauvais. Même en étant condamnée à 12 ans de prison, Katrina essayait encore de réécrire l'histoire pour se présenter comme la victime des circonstances plutôt que l'architecte de sa propre chute. Ce soir-là, je brûlais la lettre dans la cheminée, regardant les pages se recroqueviller et noircir jusqu'à devenir cendre. Samuel ne me demanda pas si j'avais décidé de répondre. Il comprenait que certaines relations ne peuvent pas être réparées parce qu'elles n'ont jamais été sincères dès le départ. « Aucun regret ?» demanda-t-il alors que les dernières pages disparaissaient dans les flammes. « Aucun », répondis-je, et je le pensais profondément. Pour mes 66 ans, Samuel et moi avons organisé une petite fête sur notre terrain. Quelques voisins avec qui nous étions devenus amis, l'avocat qui m'avait aidé à récupérer mon héritage et un des agents ayant travaillé sur le dossier de Katrina. Rien de grandiose, juste de la nourriture grillée et des conversations alors que le soleil se couchait sur notre étang. Il y a 3 ans, je dormais sur un lit de camp dans un refuge de la Croix-Rouge. Racontage au petit groupe, assis autour d'un foyer que Samuel avait construit avec les pierres que nous avions dégagées du pâturage. Je pensais avoir tout perdu de ce qui comptait vraiment. En fait, tu n'avais rien perdu d'important, dit Samuel en levant sa bouteille de bière pour un toast détendu. Tu traînais juste un poids mort qu'il fallait laisser derrière toi. Les autres rirent, mais je savais que Samuel avait parfaitement raison. Perdre ma maison lors de l'inondation avait été dévastateur sur le moment, mais cela m'avait conduit à découvrir des vérités qu'il fallait affronter et des liens qu'il fallait créer. Si l'ouragan ne m'avait pas forcé à accepter ce travail de nuit, je n'aurais jamais rencontré Samuel. Si je n'avais pas été assez désespéré pour demander de l'aide à Katrina, je n'aurais peut-être jamais découvert sa trahison. Parfois, dis-je en regardant les visages des gens qui étaient devenus ma famille choisie, perdre tout ce que l'on croit vouloir est le seul moyen de découvrir ce dont on a réellement besoin. Samuel leva de nouveau sa bouteille. À de nouveaux départs et à la vraie famille. À la maison, dis-je, en désignant la terre autour de nous, l'atelier où nous passions nos journées, la cabane où vivait mon meilleur ami et la maison où je dormais sans crainte ni inquiétude. Alors que notre petit groupe parlait et riait autour du feu, je me suis surpris à réfléchir à quel point ma vie avait changé. Il y a 3 ans, j'étais un homme sans famille, sans maison, sans espoir. Ce soir, j'étais entouré de personnes qui se souciaient de moi. Je vivais sur une terre que je possédais pleinement, avec suffisamment d'argent pour vivre confortablement et la liberté de passer mes journées comme je l'entendais. L'héritage qu'elle avait volé et dépensé était de nouveau entre mes mains. Mais le vrai trésor était assis à côté de moi, racontant des histoires de ses jours sur les routes et planifiant l'expédition de pêche du lendemain. J'avais commencé ce voyage en croyant que la famille se mesurait au sang, que la maison se résumait à un bien immobilier et que la sécurité se trouvait dans l'argent.
Aujourd'hui, je savais que la famille, c'était la loyauté, la paix, et que la sécurité, c'était d'avoir des personnes dans sa vie qui resteraient à vos côtés quand tout s'effondre.